Good afternoon, everyone. Bon après-midi. Cela fait presque 3 décennies que les États-Unis ont accueilli le premier sommet des Amériques et il s'avère que j'ai travaillé sur ce sommet inaugural, quoique dans un rôle légèrement différent, en tant que rédacteur de discours du président Clinton. Bien sûr, l'hémisphère était bien différent en 1994, mais le postulat fondamental de ce premier sommet est toujours valable. Aucune région n'affecte plus directement la sécurité, la vie des citoyens américains, notre vie, notre sécurité, notre prospérité que les Amériques. Et en même temps, la concentration de démocratie dans l'hémisphère nous donne un avantage unique dans nos efforts pour répondre aux besoins fondamentaux des populations de la région. Ce sommet intervient à un moment difficile, comme nous l'avons entendu de la part de nombreuses personnes cette semaine. Le COVID-19 a coûté la vie à 2,7 millions de personnes dans les Amériques. Nous représentons 12% de la population mondiale et nous avons subi plus de 40% des décès signalés dans le monde. Aucune région n'a ressenti de manière plus aiguë les conséquences économiques et sociales de la pandémie et l'accroissement du nombre de jeunes sans emploi. Au moment même où nous commencions à nous remettre de la pandémie, la brutale guerre d'agression menée par le gouvernement russe en Ukraine a aggravé de nombreux problèmes dans tout l'hémisphère. On augmente le coût du carburant, des engrais et des denrées alimentaires et rendant plus difficile l'exportation des produits. Ces vents contraires s'ajoutent à des défis de longue date dans la région, notamment le manque d'opportunités, l'accélération de la crise climatique, la violence et l'insécurité et la corruption endémique qui poussent les gens à quitter leur pays en nombre record à la recherche d'endroits où ils ont une meilleure chance de subvenir aux besoins de leurs proches. Plus les habitants de la région ressentent ces défis dans leur vie quotidienne, plus ils attendent des gouvernements qu'ils les résolvent. C'est le principe directeur de l'engagement de l'administration Biden dans la région. C'est la raison pour laquelle nous avons fait don de près de 70 millions de doses de vaccins sûrs et efficaces pour le COVID-19 aux pays de l'hémisphère, gratuitement et sans condition. C'est la raison pour laquelle les secteurs publics et privés des États-Unis continuent d'investir plus que tout autre pays dans l'expansion des opportunités économiques à travers l'hémisphère. Des 10 milliards de dollars que la Corporation de financement du développement des États-Unis a distribués à des projets tels que l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt aux femmes entrepreneurs, aux 1,3 million de milliards de dollars que les États-Unis fournissent annuellement en investissement direct étranger aux Amériques. C'est pourquoi j'ai réuni mes homologues de tout l'hémisphère, d'abord en Colombie, puis au Panama, afin de nous concentrer sur ce que nous pouvons faire collectivement pour nous attaquer aux causes profondes de la crise migratoire dans la région, accroître le soutien économique aux pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de migrants, dont plus de 6 millions de Vénézuéliens déplacés, et étendre les protections pour les migrants en danger. Ces efforts ont été essentiels pour élaborer la première approche véritablement régionale dans la déclaration de Los Angeles sur l'immigration qui, grâce au leadership du président Biden, a été adoptée par les 20 dirigeants de l'hémisphère, dont le nôtre, il y a quelques heures à peine. Et nous espérons que d'autres signeront bientôt. Ce que la déclaration reflète, c'est quelque chose de nouveau, c'est la responsabilité partagée en matière de défis, de migration, et nous mobilisons également des ressources réelles. La vice-présidente a suscité 3,2 milliards de dollars d'engagement du secteur privé pour les pays d'Amérique centrale et du Nord. Le sommet n'est ni le début ni la fin de nos efforts pour que la démocratie s'installe dans l'hémisphère. Il s'agit plutôt d'une occasion de discuter avec des partenaires de toute la région, au sein des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des jeunes. Des domaines dans lesquels nous pouvons faire davantage et dans des domaines dans lesquels nous pouvons mieux faire. Il s'agissait notamment de s'entretenir avec des personnes originaires de pays qui ne sont pas des démocraties, où le fait de critiquer pour le gouvernement de défendre les droits de l'homme ou de pratiquer un journalisme indépendant fait l'objet d'une répression systématique et rapide. J'ai rencontré des dirigeants des droits de l'homme de Cuba, de Venezuela et de Nicaragua. J'ai été impressionnés par leur détermination malgré le harcèlement dont ils font preuve, la violence. Ils sont déterminés à continuer à lutter pour la démocratie dans leur pays.
Quant au gouvernement de ces pays, ce sommet s'est concentré sur la collaboration avec des partenaires pour répondre aux besoins concrets de la population de l'hémisphère. Il est difficile d'y parvenir avec des gouvernements qui rejettent le principe fondamental selon lequel ils doivent rendre compte à leur peuple et qui répriment le droit de leurs citoyens à s'exprimer sur les défis auxquels ils sont confrontés. Et grâce au leadership du président Biden, qui a convoqué ce sommet et suscité un large soutien à ses résultats, nous avons beaucoup à montrer pour les efforts de cette semaine. Ensemble, nos pays ont pris des engagements ambitieux en matière de santé publique et de préparatifs aux pandémies, d'énergie propre, d'adaptation au changement climatique, de transformation numérique et de gouvernance démocratique. Ces engagements nous donnent des points de repère pour nous tenir responsables devant nos collègues et les démocraties et devant les populations que nous servons. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux engagements pour faire avancer ces efforts. Avec nos partenaires, nous formerons et équiperons 500 000 agents de santé. 500 000 agents de santé locaux dans tout l'hémisphère au cours des 5 prochaines années, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de soins de qualité dans leur communauté. Nous avons annoncé le partenariat pour la prospérité inclusive, axé sur la mise en place d'une croissance plus équitable du bas vers le haut et du milieu vers l'extérieur. Et nous intégrerons d'autres pays aux partenaires dans les prochains mois. Un élément clé de ce programme consistera à collaborer avec les institutions multilatérales pour accroître le financement des économies à revenus intermédiaires de la région qui ne sont pas suffisamment développants pour pouvoir adhérer à des groupes tels que G20 ou le CDE, mais trop développés pour pouvoir bénéficier de l'aide d'institutions financières internationales telles que la Banque mondiale. Nous l'avons dit très clairement avec nos partenaires de la CARICOM et ailleurs. À cette fin, le président Biden propose des réformes fondamentales de la Banque interaméricaine de développement afin qu'elle puisse investir dans les pays à revenus intermédiaires. En tant que premier bailleur de fonds, les États-Unis consacreront davantage de ressources à la branche de la banque chargée des prêts au secteur privé afin de soutenir ces investissements. Nous accélérons nos efforts pour soutenir la transition de la région vers l'énergie propre. Lors du sommet, 5 nouveaux pays ont annoncé leur intention de se joindre à l'initiative pour l'Amérique latine et le Caraïbe. Cela porte à 20 le nombre de pays qui s'associent pour produire un objectif sans précédent, à savoir produire 70% de l'électricité de l'hémisphère grâce aux énergies renouvelables d'ici 2030. Nous avons annoncé un nouveau partenariat visant à investir dans des programmes d'énergie propre et dans l'adaptation et dans la résilience au changement climatique dans les Caraïbes et nous avons étendu les efforts régionaux pour protéger et conserver nos océans. En grande partie, grâce aux efforts de notre envoyé pour le climat, John Kerry, les banques régionales de développement se sont engagées à verser 50 milliards de dollars sur 5 ans pour réduire les émissions, développer les énergies renouvelables et réaliser d'autres investissements pour la crise climatique. Nous travaillerons avec les banques pour faire en sorte que les financements contribuent à réduire les obstacles et les risques liés à l'investissement dans notre avenir durable, ce qui le rend non seulement économiquement viable, mais aussi souhaitable pour le secteur privé. Dans le cadre de notre engagement à renforcer la démocratie, les États-Unis ont engagé 75 millions de dollars de nouveaux soutiens à plus de 300 organisations communautaires à travers les Amériques, en première ligne pour faire avancer les droits de l'homme, sortir les gens de la pauvreté et lutter contre la corruption. L'USAID consacrera 42 millions de dollars supplémentaires à l'aide à la société civile en Amérique centrale dans le cadre d'un engagement pan-gouvernemental à promouvoir la liberté d'expression, à contrer la répression numérique et à défendre les autres espaces où les citoyens s'engagent dans leur démocratie. Enfin, nous organiserons le tout premier sommet des villes des Amériques à Denver, dans le Colorado, en avril 2023. Afin de favoriser une plus grande coopération entre les dirigeants des villes, des États et des régions, ainsi qu'avec les entreprises, les jeunes et les ONG. Nous savons que les villes sont déjà des innovateurs de premier plan qui rassemblent les citoyens et les gouvernements pour résoudre les problèmes du monde réel. Et nous avons beaucoup à apprendre. Grâce à cette initiative Cities Forward que nous allons lancer, et là, nous tirerons parti des connaissances et de l'expertise de l'ensemble du gouvernement américain pour aider les villes à atteindre les objectifs en matière d'équité et de durabilité environnementale. Je crois que l'on peut dire que nous sommes sortis de ce sommet avec une vision claire, lucide des défis auxquels nous sommes confrontés et une vision commune de la voie à suivre. Ensemble, en nous appuyant sur notre force en tant que démocratie et en sachant, comme l'a dit le président, que fondamentalement, nous avons tout ce dont nous avons besoin, ici même, dans les Amériques, pour répondre aux besoins de nos populations.
et nous devons le faire pour nos populations. Sur ce, je vous remercie et je serai heureux de répondre à vos questions. Première question pour Reuters. Hello, Secretary Blinken. I have a couple of questions, so please bear with me. Certains pays qui étaient présents ici aujourd'hui lors du sommet ont choisi de ne pas souscrire à la déclaration sur l'immigration. Quelles ont été leurs réserves et comment est-ce que les États-Unis vont les prendre en charge à l'avenir et combien de ces pays pourraient y souscrire d'ici la fin de l'année? Et avec ces déclarations, est-ce que vous attendez que le nombre record de migrants qui arrivent à la frontière baisse? Deuxième question, beaucoup de dirigeants ont exprimé leur mécontentement de l'exclusion de Cuba et du Venezuela et ils ont parlé de l'insécurité. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider à apaiser ces tensions? Merci. Oui, bien, sur la déclaration de Los Angeles sur l'immigration, je ne sais pas si vous étiez là, mais si vous avez regardé sur la scène, il y avait 20 pays représentés. Et encore une fois, c'est la première fois que nous nous rassemblons ici au sein des Amériques pour prendre responsabilité de la migration, les pays d'origine, les pays de destination, les pays de transit. Il s'agit là d'une étape importante de franchir, à mon avis, parce que cela nous promet davantage d'actions efficaces qui nous permettent d'avoir des migrations plus sûres, plus humaines et plus efficientes. Et quelques éléments importants de la déclaration, à mon sens, eh bien, la déclaration donc faite parle de la réduction des migrations illicites et de l'augmentation de l'accès au marché du travail. Et c'est le cas pour le Canada et le Mexique qui s'engagent à ouvrir, élargir et à renforcer les autres défis liés aux migrations, les programmes de réunification familiaux, entre autres choses. Cela devrait répondre aux problèmes liés à la pénurie de main-d'œuvre. Et les pays qui sont hôtes ont besoin de ressources pour faire en sorte que cela soit viable. Nous voyons que le fardeau est disproportionné et il nous faut également lutter contre les réseaux de traite des personnes qui prennent pour proie les pays de la région. Donc, 20 pays ont y déjà souscrit. J'imagine qu'il y en aura davantage au fur et à mesure. Et beaucoup des choses que nous faisons ont à faire avec un travail direct avec les autres pays dans le cadre des migrations par le biais d'accords, d'arrangements. Donc, on s'intéresse aux différentes étapes, au cas par cas, pour chacun des pays, pour prendre en charge ce défi comme il se doit. Quels seront les résultats? On verra. On veut s'assurer de mesurer les progrès, mais il s'agit là d'un véhicule important qui nous permettra de faire des progrès pour bien gérer les migrations. J'ai également parlé du fait que bien que nous adoptions des mesures à court terme et à moyen terme pour la gestion des migrations, à terme, les investissements à long terme que nous essayons de réaliser dans les pays d'origine, eh bien, c'est là que nous verrons la plus grande différence. Et comme je l'ai dit, lors de ce sommet, et la vice-présidente a pu annoncer du fait de son travail, nous avons 3,2 milliards d'investissements supplémentaires pour ces pays. Et au fil du temps, cela va créer davantage de débouchés. C'est la chose la plus importante qui est la plus grande cause des migrations. Et cela va faire une grande différence en donnant des possibilités aux gens. Donc, il a des mesures immédiates et des mesures à moyen terme et d'autres à long terme. En ce qui concerne la deuxième partie de votre question, eh bien, tout d'abord, permettez-moi de dire ceci. Dans le cas du Venezuela et de Cuba et du Nicaragua, ils étaient là. Ils étaient représentés au sommet. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré les défenseurs des droits de l'homme, les représentants de la société civile de ces pays. Et je devrais vous dire que ces gens représentent davantage la population que leur gouvernement ne le font, ou leur régime. D'autres pays étaient représentés ici,
au niveau des ministres des Affaires étrangères, mais je pense qu'en tout, il y avait 68 délégations avec 22 chefs d'État et de gouvernement, et c'est intéressant. Je sais qu'on aime bien parfois se concentrer sur les différences et les différends quant à savoir qui est ici et qui ne l'est pas, mais tout le monde est très uni sur ce qu'on a entendu. Et je vous ai donné les exemples de réalisations concrètes, et ça a été la concentration de toutes mes conversations depuis quelques jours. Nous allons céder la parole à Missy Ryan du Washington Post. Hi, Secretary Blinken. Merci. Monsieur le secrétaire, vous avez parlé de cette liste très ambitieuse d'objectifs qui a été annoncée pendant le sommet. Ce n'était pas très clair à mes yeux. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'investissements de l'État américain associés à ces objectifs, particulièrement en comparaison avec ce qui est fait pour l'Ukraine, et beaucoup de la région est maintenant classifiée comme à revenu intermédiaire. On a entendu des demandes assez poignantes de la part des Caraïbes qui disent qu'ils ont un fardeau de la dette important parce qu'ils ont beaucoup de violences qui sont causées également par des armes de poing qui viennent des États-Unis. Alors, est-ce que les États-Unis ont une responsabilité financière plus importante compte tenu de leur contribution à ces problèmes? Et deuxièmement, je souhaiterais vous pousser davantage sur une autre question. PDVSA, vous avez donc Gabriel Boric a parlé au Poste ce matin de cette situation de deux poids deux mesures avec un soutien pour certains pays qui ont des relations problématiques avec les droits de l'homme, comme par exemple l'Arabie Saoudite, et d'autres pays qui ne sont pas responsables devant leur population, et vous choisissez de vous en... Je vais m'asseoir, pardonnez-moi. Vous avez dit que vous essayez de voir comment vous pouvez faire face de manière plus efficace à ces gens-là. Mais alors, comment est-ce que vous allez travailler avec certains pays et pas d'autres? Et est-ce que vous pensez que les responsables qui disent cela ont raison? Très bien, merci, Missy. En ce qui concerne la question posée de manière très éloquente et puissante par nos partenaires des Caraïbes, c'est quelque chose que le président et la vice-présidente ont vu avec beaucoup de sensibilité. J'ai participé à une réunion avec la CARICOM et le président et la vice-présidente et demandé leur avis. Mais bon, moi, ce que j'ai pu comprendre hier et aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, c'est la meilleure réunion qu'on ait jamais eue depuis une dizaine d'années avec les dirigeants américains. Et la raison pour laquelle cette réunion était si intéressante, eh bien, c'est que le président et la vice-présidente ont écouté avec une grande attention les préoccupations exprimées par les pays des Caraïbes, et ils ont réagi de manière efficace, à mon sens. Comme vous l'avez dit, c'est très important. Donc, il y a effectivement une catégorie revenu intermédiaire, ce qui fait parfois même revenus élevés. Et ces pays sont très touchés par la COVID, très touchés par la crise climatique, et ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour intervenir, mais ils n'ont pas droit aux prêts concessionnels, ou alors le fardeau de la dette est trop important, et même s'ils y avaient droit, ils ne pourraient pas du fait du fardeau de la dette. Donc, nous sommes engagés en faveur de la prise en charge de ce problème, et nous sommes engagés à travailler avec les banques multilatérales de développement pour soutenir de manière efficace les pays qui sont dans ces situations-là, pour s'assurer qu'ils obtiennent les soutiens nécessaires pour l'adaptation au climat ou pour réagir face à la crise alimentaire ou encore à la crise sanitaire. Encore une fois, si vous demandez à nos collègues des Caraïbes, ils vous diront, j'imagine, qu'ils ont bien apprécié les travaux qui ont été réalisés. Et à tel point qu'un des accords qui est ressorti de la réunion d'hier, c'est de mettre immédiatement en place un groupe de travail entre les États-Unis et la CARICOM, les pays de la CARICOM, pour travailler sur ces problèmes d'ordre pratique et pour s'assurer qu'on travaille sur la base de l'urgence d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des choses dans 3 ans, dans 5 ans ou plus tard, mais maintenant. Pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, en ce qui concerne n'importe quel pays que ce soit, on s'intéresse à
une multitude d'intérêts, mais également on s'intéresse à un fil commun de valeurs. Et le président Biden s'est engagé à faire en sorte que la démocratie et les droits humains soient au cœur de notre politique étrangère. C'est le cas, mais ça ne veut pas dire que c'est la totalité. C'est un élément critique, certes, et on essaye toujours d'évaluer dans toutes les relations qui sont les nôtres où est-ce qu'on peut être le plus efficace, aussi bien pour l'avancée de nos intérêts, mais aussi d'une manière qui soit respectueuse de nos valeurs. Et c'est quelque chose qui va changer d'un pays à l'autre, même si le même fil se retrouve partout. Dans le cas de l'Arabie saoudite que vous venez de mentionner, eh bien, nous avons déterminé dès le départ qu'il était important de recalibrer la relation pour qu'elle reflète mieux, à notre sens, nos intérêts et nos valeurs, et de le faire de manière qui ne rompe pas cette relation et ce partenariat qui est important pour la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et ce qui se passe avec l'Iran. Et le conflit au Yémen est une des pires crises humanitaires et on a pu travailler avec les responsables saoudiens pour arriver à une trêve au Yémen qui a été renouvelée. L'aide humanitaire est envoyée à des endroits où elle ne pouvait pas aller avant. Nous avons une possibilité qui reste fragile mais qui existe pour qu'il y ait une paix durable au Yémen. Il s'agit donc d'obtenir des résultats et de le faire de manière respectueuse de principes. Chaque pays, chaque situation est différente et nous nous concentrons de la même manière sur ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut le plus efficacement faire avancer les intérêts des États-Unis et avancer les valeurs? Ariel Moutsabes de Televisa. Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire. Je voudrais savoir, dans la déclaration de Los Angeles et celle des hauts responsables du gouvernement américain, il a été dit que tous les pays doivent appliquer, où les États-Unis s'attendent à ce que tous les pays appliquent leurs lois en matière d'immigration. Pouvez-vous préciser quelles sont les mesures dont vous avez discuté, surtout en ce qui concerne le Mexique? Oui, je vous remercie. Si vous lisez la déclaration qui énonce des principes de base, qui énonce des engagements de la part des gouvernements pour accomplir diverses choses. Et les principes sur lesquels nous nous sommes entendus visent absolument à veiller à ce que l'immigration soit sûre, de manière ordonnée et de manière humaine. Nous voulons veiller à ce que l'on consacre la dignité humaine au cœur de toutes nos activités. Cela veut dire s'assurer que les migrants sont traités de manière humaine et dignifiée, que l'on incorpore la sécurité dans le cadre du processus total de l'immigration. Mais en même temps, nous devons respecter nos lois individuelles. Et ces lois doivent être appliquées. Et tout cela figure dans la déclaration. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai parlé des engagements spécifiques des gouvernements dans le cadre de la déclaration qui relèvent de tous les aspects de l'immigration. Encore une fois, il y a notamment les programmes d'emploi temporaire, d'autres canaux juridiques permettant l'immigration, soutien aux communautés qui accueillent les réfugiés et les migrants et lutter contre les réseaux donc de traite. Mais dans tout ceci, on s'attend à ce que les pays, à l'instar des États-Unis, respectent et appliquent leurs lois. Cela va de soi. Je ne vais pas parler de chaque pays, mais j'ai aussi dit que dans le cadre de cette déclaration qui porte sur 20 pays de l'hémisphère, nous avons également des engagements avec des pays individuels portant sur des dispositifs encore plus spécifiques quant à ce que peuvent faire les pays, surtout en ce qui concerne les protections pour les migrants au sein de leur système, mais également en ce qui concerne le rapatriement des migrants vers leur pays d'origine, faire appliquer, faire respecter les lois et demander au gouvernement de faire ces choses. Donc la liste est très longue. Je vous remercie. DPI TV. Merci, Monsieur le Secrétaire.
nous sommes ici, à ce sommet, eh bien, Maduro est en train de visiter l'Iran et la Turquie. Et il parle directement avec la Russie et la Chine aussi. Est-ce que vous êtes préoccupé du fait qu'il pourrait signer un accord offrant plus de choses à la région que vous? Maduro refuse de retourner au dialogue de Mexico. Pensez-vous qu'il est justifié que les États-Unis maintiennent leurs sanctions? Mais quelles sont les alternatives? Est-ce que les États-Unis explorent ces éléments avec le Mexique ou ailleurs? Que peut-on espérer au cours des mois à venir à mesure que les États-Unis réorientent leur attention vers d'autres questions urgentes? Comment est-ce que l'Amérique latine peut demeurer une priorité pour vous? Est-ce que cette vague massive de migration vous convaincra que la région constitue une sécurité prioritaire et politique? Est-ce que vos ennemis de la région utilisent le pouvoir de la migration pour menacer les États-Unis? Bien. S'agissant des négociations avec le Venezuela, la plateforme unitaire et le régime Maduro, au cours des derniers jours, ont indiqué qu'ils sont disposés à reprendre ces conversations et négociations à Mexico. C'est les dernières informations dont nous disposons. De notre point de vue, le Venezuela a mené des négociations entre le régime Maduro et la plateforme unitaire. Cela constitue la meilleure plateforme, selon nous, pour rétablir la démocratie que méritent les Vénézuéliens et qu'ils souhaitent, et pour répondre aux souffrances extraordinaires connues dans ce pays au cours des dernières années. Nous soutenons tout à fait les Vénézuéliens dans le cadre de cet effort et certainement nous appuyons leurs aspirations démocratiques, mais dans les circonstances idoines, avec le soutien de la communauté internationale. Les parties elles-mêmes sont les mieux placées pour négocier une solution pour la crise vénézuélienne. Encore une fois, les dernières informations dont nous disposons indiquent qu'il y a un désir de retourner à Mexico et nous sommes en faveur de cela. Mais clairement, s'agissant des sanctions, les sanctions ne sont pas un but en soi. Les sanctions constituent un effort pour inciter ceux qui les reçoivent d'avoir un comportement différent. Comme nous l'avons dit depuis longtemps, les sanctions ne sont pas permanentes. Si on voit du changement, eh bien, les sanctions peuvent être levées. Donc, le but n'est pas de les maintenir indéfiniment. Non, le but, c'est d'encourager les gouvernements, les régimes, d'avoir un bon comportement, le comportement qu'il faut, surtout lorsqu'il s'agit de rétablir la démocratie. Ça, c'est le but. Bien, la deuxième partie, comment est-ce que l'Amérique latine peut demeurer une priorité? Eh bien, je crois que nous avons passé presque une semaine ici. Je suis arrivé ici mardi. Le président est ici depuis plusieurs jours pour dire clairement que malgré la crise de l'agression russe contre l'Ukraine, malgré que nous soyons confrontés aux défis que constitue la Chine pour nous, eh bien, notre propre continent constitue une priorité. Comme je vous l'avais dit, ce sommet a réuni quelques 68 délégations, 20 chefs d'État, mais ce qui compte par-dessus tout, ce ne sont pas ces 3 jours passés ici, ce sont les 362 autres jours qui vont venir après, et il va falloir effectivement respecter ces engagements que nous avons pris. J'en ai décliné plusieurs, mais grâce à vous et aux citoyens, nous serons redevables par rapport à ces engagements que nous avons pris. Et si nous devons le faire, il va falloir maintenir impliqué. Il ne suffit pas d'écrire une déclaration, de la mettre dans un tiroir et de s'attendre à des résultats. Ceci nécessite un engagement pérenne, continu de la part des gouvernements, de la part de notre gouvernement, de la part du secteur privé, de la part de la société civile, de la part des organisations internationales, et ainsi de suite. Mais la réponse interviendra probablement d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et à ce moment-là, on prendra du recul pour déterminer si nous avons effectivement respecté les engagements que nous avons pris à Los Angeles. Raquel de Global.
Merci Ned, merci Monsieur le secrétaire Blinken. J'ai aussi 2 questions. Je vais vous laisser répondre à la première avant de poser la deuxième. Ça vous convient? Tout d'abord, le président Bolsonaro, et vous étiez là pendant son intervention, il a dit que le Brésil est l'un des pays qui préserve au mieux l'environnement. Quelle est votre réaction à cette déclaration? Et voyez-vous de véritables progrès pour ce qui est de la déforestation? Alors oui, posez la deuxième question. D'accord. En ce qui concerne la première bilatérale entre le président Biden et le président Bolsonaro, eh bien, nous avons entendu dire qu'ils ont discuté de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord et que Bolsonaro a redéfini des positions anciennes ou les a réitérées. Que pensez-vous de cette déclaration selon laquelle il y a eu des désaccords? Quels ont été les désaccords et qu'est-ce qui a changé au niveau de la relation bilatérale? Très bien, merci. Je vais répondre à la question sur le climat en premier lieu. Je pense que c'est bien connu que le changement climatique est une priorité principale pour notre gouvernement, mais aussi pour le reste des pays de la région. Et beaucoup des pays des Amériques étaient à nos côtés lors de la COP26. Donc, c'est une concentration qui perdure pour nous, mais c'est également fondamentalement vrai que le Brésil est essentiel à ces efforts. Le Brésil dispose d'un des réseaux électriques les plus propres, comme c'est déjà le cas, mais également un des plus grands émetteurs d'émissions, comme c'est le cas des États-Unis. L'Amazonie, comme nous le savons, est le poumon du monde, ou du moins le poumon du continent, et c'est un service vital qui est rendu au monde dans la lutte contre le changement climatique qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et nous avons été préoccupés par ces niveaux soutenus de déforestation au Brésil et nous avons exprimé ces préoccupations et nous avons affecté des ressources pour soutenir le Brésil, la Colombie et le Pérou par le biais d'initiatives. Une des choses que le président Biden a partagé avec le président Bolsonaro, c'est que nous ressentons une responsabilité de ce faire parce que au cours de bien des générations, nous avons pu tirer parti nous-mêmes de la déforestation, du défrichement pour pouvoir avoir des terres agraires, avant même que nous comprenions l'impact du changement climatique. Et maintenant, on demande à d'autres pays de ne pas faire la même chose. Et nous pensons qu'il en va de notre responsabilité que de les aider, par exemple, par le biais de financement de mesures d'adaptation et de résilience dans le cas de la déforestation, s'assurer que les pays disposent des ressources nécessaires pour ne pas continuer la déforestation et voire même faire de la reforestation. Le Brésil s'est engagé de manière très ambitieuse et nous allons les tenir responsables de ces engagements qui vont faire une très grande différence dans cet engagement qui doit être à l'échelle du monde entier. Et depuis de nombreuses années, nous avons un partenariat fort qui s'étend sur plusieurs siècles en fait, basé sur des valeurs démocratiques partagées, beaucoup d'intérêts mutuels et la bilatérale d'hier, à mon sens, était quelque chose de constructif. Ce serait la meilleure description, avec beaucoup de sujets qui ont été soulevés. Et je ne veux pas parler à sa place, mais le président Bolsonaro a dit que c'était une réunion productive et positive. Et nous apprécions également la coordination étroite sur un certain nombre de sujets, dont le renforcement des investissements, des liens commerciaux, la création d'emplois, le fait de travailler ensemble sur l'environnement, sur l'insécurité sociale avec le Brésil. Et nous espérons que notre croyance commune et nos attentes communes sont que nous allons pouvoir aider nos populations. Nous sommes les 2 plus grosses démocraties des Amériques et non seulement il faut que nous continuions à travailler ensemble, mais il faut que le partenariat soit bon. Je pense que la conversation a été bonne hier quant à la marche à suivre à l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire. Merci à tous. Thank you very much. Il s'agit de quelque chose qui s'est produit de manière relativement régulière par le passé. Je pense que 2 fois l'an, peut-être, les pays prennent des décisions souveraines. Mais l'idée que la Russie puisse être un bon partenaire en ce qui concerne
les questions relatives aux forces de l'ordre ou l'assistance humanitaire, eh bien, cela ne me paraît pas crédible. Merci beaucoup. Thank you.